Tout le monde connaît la légende de Cléopâtre, célèbre pour sa beauté, son goût prononcé pour les bains de lait d'ânesse, ainsi que sa collection d'amants célèbres tels que Jules César ou Marc-Antoine. Cependant, peu savent que Cléopâtre VII était considérée comme l'une des femmes les plus intelligentes de son temps. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ, son père étant le pharaon Ptolémée XII. Comme la reine Hatshepsut, avant de régner sans partage, elle a dû se défaire de son frère prétendant également au trône d'Égypte. Heureusement pour elle, il semble que les Ptolémées, d'origine grecque, étaient moins liés par le décret des anciennes divinités égyptiennes, comme du temps d'Hatshepsut, celui-là même qui interdisait de nommer des femmes comme dirigeants. De plus, la cour égyptienne s'est toujours opposée à ce qu'une reine gouverne seule, ce qui explique que Cléopâtre et son jeune frère Ptolémée XIII vont hériter de la garde conjointe de l'Égypte à la mort de leur père en 51 avant Jésus-Christ. Sauf que rapidement, de nombreux désaccords vont voir le jour, ce qui va conduire inévitablement à une guerre civile. Tant et si bien que Cléopâtre doit fuir en Syrie, puis à Ascalon, au sud de la Judée. Revenue en hâte, lorsqu'elle apprend la venue en Égypte de Jules César, à la poursuite de son principal rival, le grand Pompée, elle demande alors au consul romain d'intervenir en sa faveur. Vient alors le fameux épisode qui marque leur rencontre, un événement sans doute fictif, mais qui continue d'entretenir le mythe autour de Cléopâtre. Une Cléopâtre qui, ne pouvant approcher Jules César, décide alors la nuit venue de se faufiler dans son palais, caché dans un tapis. À la surprise du général, lorsque le tapis est déroulé, elle apparaît ainsi comme par enchantement devant lui. Une entrée donc triomphale pour Cléopâtre, qui a tout juste 20 ans, quand César, lui, a bien 30 années de plus qu'elle. On ignore qui céda le premier à la tentation, ou si leur amour fut consommé le soir de leur rencontre. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs que ce jour-là, ou bien dans les jours qui suivirent, César succomba à son charme. Mais les deux tourtereaux vont vite revenir à la réalité, puisqu'ils vont se retrouver littéralement assiégés par le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, lui aussi bien décidé à régner en maître. Les renforts de César permettent cependant de lever le siège, et Ptolémée est tué à la bataille du Nil en 47 avant Jésus-Christ. La sœur de Cléopâtre, Arsinoé IV, qui a joué également un rôle dans cette tentative de prise de pouvoir, se retrouve quant à elle exilée à Éphèse avant de finir assassinée. César, après avoir maté cette rébellion, décide alors de confier les clés de l'Égypte à Cléopâtre et la nomme elle et son autre jeune frère, Ptolémée XIV, alors âgé de 12 ans, co-régent du royaume. Or, Cléopâtre n'est absolument pas décidée à partager le trône avec un frère, quel qu'il soit, et le fait en conséquence assassiner en 44 avant Jésus-Christ. De toute évidence, que ce soit son alliance avec César ou bien l'élimination de ses adversaires, force est de constater qu'elle était une brillante stratège politique. De nos jours, même si l'on ne dispose pas vraiment de portrait de la reine d'Égypte, Cléopâtre reste considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, preuve en est les fictions, les publicités ou les clips musicaux la mettant en scène. Cependant, il semble que sa beauté ne surpassait pas son intellect. Plutarque reconnaît ainsi, dans sa vie d'Antoine, « Sa beauté n'avait rien d'incomparable et ne frappait pas à première vue, mais on ne pouvait échapper au charme que dégageait sa présence, la grâce naturelle de sa personne, l'amabilité de ses propos et la spontanéité de ses manières donnaient beaucoup de piquant à son entretien. Elle avait une voix ravissante et elle en jouait avec un art consommé, comme d'un instrument à cordes multiples, car elle parlait plusieurs langues. En tant que princesse royale, le précepteur de Cléopâtre fut Philostrate, qui va lui enseigner la prière et la philosophie. Elle se montre dès lors douée pour les études, notamment pour ce qui est du domaine de l'apprentissage des langues, puisqu'elle est tout simplement la première souveraine grecque à apprendre l'égyptien ancien. Ce qui fait qu'elle sait très tôt interpréter les hiéroglyphes, tout en sachant bien entendu parler couramment le grec, sa langue maternelle, mais également les langues des Parthes, des Juifs, des Mèdes, des Syriens, des Éthiopiens et des Arabes. Elle s'intéresse aussi à la géographie, l'histoire, l'astronomie, la diplomatie internationale, les mathématiques, l'alchimie, la médecine, la zoologie, l'économie, etc. Et compte tenu de son histoire d'amour avec César, puis avec Antoine, l'ancien bras droit de ce dernier, mais aussi à son séjour à Rome, il y a fort à parier qu'elle avait également appris à parler couramment le latin. Soucieuse de son apparence, elle savait aussi confectionner des cosmétiques dans son laboratoire personnel, prenant même le temps d'écrire quelques ouvrages traitant de cosmétologie.
Ces ouvrages étaient bien connus au cours des premiers siècles du christianisme, mais malheureusement, tous ces livres ont été détruits dans l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie en 391 après Jésus-Christ. À noter que Cléopâtre elle-même avait été étudiante à la bibliothèque d'Alexandrie. Pendant la guerre civile qui va opposer Octave à Marc-Antoine, chacun se voulant l'héritier de Jules César, Cléopâtre va se ranger du côté d'Antoine et lui prêter main forte à la tête de sa propre flotte. Une alliance qui prendra fin avec la bataille navale d'Actium sur la côte occidentale de la Grèce, dans le golfe Ambracique, au nord de l'île de Leucade, le 2 septembre de l'an 31 avant Jésus-Christ. Une cruelle défaite face à Octave et Agrippa, le commandant de la flotte romaine, qui conduira directement à la mort de Cléopâtre sans doute le 10 ou 12 août 30 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, alors qu'elle n'avait que 39 ans. Selon les auteurs anciens, grecs et romains, Cléopâtre VII se serait suicidée en laissant un aspic, mais plus vraisemblablement un cobra égyptien, la mordre ainsi que 2 de ses servantes. Selon d'autres sources, Cléopâtre aurait très bien pu s'empoisonner en utilisant soit une boisson toxique, soit un instrument pointu comme une épingle à cheveux. Quoi qu'il en soit, elle disparaît ainsi que son amant Marc-Antoine, de même que son rêve de voir renaître un jour l'empire d'Alexandre le Grand. Bien que l'on ne soit pas certain de sa réelle existence, la reine de Saba est citée par les 3 religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cependant, l'emplacement de Saba, ou Sheba, a souvent été remis en question, certains le plaçant dans le sud de l'Arabie, sous le nom de royaume de Saba, soit dans le Yémen actuel, quand des sources arabes désignent la reine de Saba sous le nom de Balkis. Difficile de tirer une vérité sur tout cela quand on sait que vers le milieu du 1er millénaire avant notre ère, il y avait aussi des Sabéens dans la Corne de l'Afrique, dans une région qui devint bien plus tard, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Aksum, dans l'actuelle Éthiopie. Ainsi ce serait l'Éthiopie, selon certains, qui apparaîtrait en première ligne des pays se revendiquant de l'héritage de la reine de Saba, dit Makeda, en l'occurrence la mère de la nation. Il est à signaler que l'identification de l'Éthiopie comme royaume de Saba est soutenue également par l'historien juif Flavius Joseph du 1er siècle après Jésus-Christ dans ses Antiquités judaïques, qui prétend que Saba était une ville royale fortifiée d'Éthiopie, que Cambyse II, un roi achéménide de l'Empire perse, qui lors de la conquête de l'Égypte vers 525 avant Jésus-Christ, aurait alors renommé Méroé. Ce nom se retrouve dans le Kebra Nagast, la gloire des rois, un récit épique du début du XIVe siècle qui rassemble des légendes populaires éthiopiennes, des traditions bibliques, talmudiques et coraniques, les associant en une mission divine de salut. Une sorte d'épopée nationale de l'Éthiopie qui relate notamment la rencontre entre la reine Makeda de Saba et le roi d'Israël Salomon et les aventures du fils qui naît de leur union, un certain Ménélik, celui-ci décidant d'emporter la fameuse arche d'alliance avec lui jusqu'en Éthiopie. Ménélik, qui deviendra d'ailleurs le premier empereur légendaire d'Éthiopie, ainsi que le premier roi de la dynastie salomonide. Une dynastie qui va régner jusqu'à la déposition de Haïlé Sélassié Ier en 1974. Ce mythe fondateur de l'Abyssinie médiévale va par la suite largement inspirer le célèbre mouvement Rastafari. Dans le Coran, c'est un oiseau qui informe le roi Salomon de l'existence du royaume de Saba, gouverné par une reine immensément riche et belle. Bien que la reine soit consciente de la puissance militaire de son royaume, c'est bien elle qui opte pour une approche diplomatique en décidant d'envoyer des cadeaux au roi Salomon. Des cadeaux que ce premier va s'empresser de refuser en demandant aux représentants de la reine ce qu'ils apportaient là. Les messagers de la reine de Saba retournent aussitôt dans leur pays et lui rapportent tout ce qu'ils ont vu et entendu. Elle comprend alors qu'elle a affaire à plus fort qu'elle et elle décide d'aller le voir sur le champ pour lui dire que son peuple et elle acceptaient effectivement de se soumettre à son message et à son pouvoir. Arrivant au palais de Salomon, la reine va commettre une erreur en confondant les pavés de cristal avec de l'eau et soulever ainsi sa robe pour traverser. Attribuant sa maladresse à son égarement religieux, elle va reconnaître son erreur et se convertir ainsi à la religion musulmane. Elle deviendra par la suite, dans la sculpture médiévale, le symbole même de la conversion à Dieu. Du point de vue archéologique, il est à noter que les recherches effectuées au Yémen, au sein même du temple d'Awam, appelé plus communément le sanctuaire de la reine de Saba, n'ont révélé aucune référence à cette dernière. Il y a pourtant de nombreuses inscriptions qui s'y trouvent, et en conséquence,
nombre d'archéologues affirment qu'à ce jour, il n'y a aucune preuve factuelle de son existence. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne puisse pas un jour découvrir bel et bien sa tombe.